Bien, bonjour à tout le monde. Oui. La prochaine conférence, ben, c'est Dr. Verrette qui va nous la donner. C'est une conférence, ben, c'est un atelier qu'on aimait beaucoup faire en présentiel parce qu'on démontrait des choses puis on faisait pratiquer les participants. Vous aurez deviné qu'on ne pourra pas vous faire pratiquer, mais on va quand même donner toutes les notions. Le Dr. Verrette va nous donner un petit peu de théorie. Puis après, ben, on pourra regarder un petit peu l'examen qu'on a tourné. On a fait un Avec les acteurs tournage professionnels. avec des acteurs professionnels. Mais je te laisse aller, Louis. Ouais, le patient était particulièrement pathologique dans la Oui, vidéo, oui, vous allez oui. voir, là, mais bon. En fait, je vais partager mon écran, puis je vais commencer donc à vous présenter ça. C'est ça ici que je vais mettre en slideshow. Voilà. En fait, évidemment, quand vous nous référez un patient, vous l'avez rencontré, questionné, vous avez fait des tests cognitifs, puis pour déterminer si c'est euh, quel type de maladie neurologique il peut s'agir, est-ce que ça serait une démence vasculaire ou autre, bien, il faut faire un examen neurologique. L'examen neurologique, c'est un peu la bête noire qu'on a quand on n'est pas en neurologie, là. Puis, j'ai voulu préparer quelque chose qui allait être un examen neurologique vraiment ciblé, hein, qui se concentre essentiellement sur le diagnostic différentiel qu'on a dans les troubles neurocognitifs et de ne pas déborder au niveau des myotomes, des dermatomes, des radiculomes. C'est pas ça qu'on veut savoir, là. On veut savoir est-ce qu'il y a des indices à l'examen physique qui pourraient nous aider dans notre diagnostic différentiel. C'est exactement ça qu'on veut faire. Fait qu'on va réviser les éléments importants et pertinents de l'examen physique neurologique dans les cas de troubles cognitifs suspectés, contraster les trouvailles cliniques et le diagnostic différentiel courant des troubles neurocognitifs, puis démontrer, ça va être la vidéo, les éléments clés de l'examen physique neurologique dans les cas de troubles cognitifs. Alors, au fond, dans le diagnostic différentiel des troubles cognitifs, bien sûr, on a la maladie d'Alzheimer, la démence frontotemporale, les syndromes parkinsoniens incluant la maladie à corps de Lewy, l'atteinte cognitive vasculaire. Il peut arriver qu'on a des patients qui vont venir nous voir et qu'on va, par surprise, découvrir des lésions focales. Je vous donne un long shot, mais c'est le fameux méningiome dans la fente interhémisphérique bifrontale qui va donner un syndrome frontal. Un méningiome, c'est une tumeur des méninges qui pousse lentement. Donc, le patient pourrait avoir une détérioration lente et progressive au niveau cognitif, mais il pourrait avoir en même temps, si le méningiome s'étend et tout ça, peut-être des indices à l'examen physique qui pourraient nous pointer qu'il y a peut-être une tumeur. L'hydrocéphalie à pression normale, qui est un grand oublié des troubles neurocognitifs et pour lequel il y a des interventions où on peut, je ne veux pas dire guérir, mais on peut améliorer partiellement les symptômes et stabiliser la détérioration. Ce n'est donc pas négligeable. Si on va maladie par maladie, donc, et essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'on va trouver à l'examen physique? Bien, Dr. Patry l'a dit tantôt, à l'examen d'un patient Alzheimer, on ne trouve pas grand-chose. C'est le patient qui a l'air en bonne santé, relativement en forme, mais qui présente un déclin cognitif. Un des signes qui a été décrit, puis vous allez dire, ben, c'est pas un signe ça, mais oui, c'est un signe clinique, c'est le head turning sign, le signe de la tête qui tourne. Vous l'avez tous vu, vous l'avez tous observé sans penser que c'était un signe neurologique, mais c'est bien décrit dans la littérature. Les gens acceptent comme quoi c'est un indice important. C'est le patient, quand on lui pose des questions directement à lui, en cours d'entrevue, qui se tourne vers l'aidant naturel pour se faire aider dans les réponses. Alors, ce signe-là, il est observable et vous pouvez le noter et ça a une valeur. On le mentionne dans la maladie d'Alzheimer, c'est probablement qu'on va le retrouver le plus. Dans certains autres troubles neurocognitifs, évidemment, il peut être là, les troubles neurocognitifs vasculaires, tout ça. Dans la démence frontotemporale, les gens ont tellement une baisse de l'autocritique, habituellement, il y a mieux répondre à côté de la coche que de demander à la personne à côté. Ils pensent qu'ils ont raison. Donc, ça vaut moins. Mais dans la maladie d'Alzheimer, on le voit. Un autre signe qu'on peut voir, c'est le Gegenhalten ou la paratonie. C'est un problème au niveau de la contraction musculaire dans lequel le muscle, au lieu de se relâcher, se contracte plus ou moins. C'est quand on vérifie le tonus des patients, ça devient un problème parfois pour les gens qui sont moins expérimentés. Ils disent, ben, le patient, il n'était pas relâché, il était pas souple, le tonus me semblait pas normal, mais ce n'était pas comme un Parkinson. Donc,
Ça arrive dans les troubles neurocognitifs, surtout l'Alzheimer, où les patients comme ça, même si on leur dit « relâchez-vous, détendez-vous », on veut vérifier le tonus au niveau du bras, puis que ça reste pas souple, c'est peut-être ce qu'on appelle de la paratonie ou du Gegen-Alten. D'autres signes qu'on peut voir, particulièrement entre autres dans la démence frontotemporale, mais dans un Alzheimer avancé, ça pourrait se voir aussi, c'est ce qu'on appelle les réflexes primitifs, les signes de libération frontale. Vous allez reconnaître dans ça certains réflexes qu'on examine chez le bébé naissant dans l'examen du nouveau-né. Et c'est effectivement des réflexes que notre cerveau, notre lobe frontal a inhibés avec la maturation et qui émergent au décours d'une dégénérescence de ce fameux lobe frontal-là. Il y a le réflexe palmo-mentonnier, le réflexe de la moue, le réflexe de succion, le réflexe de préhension et le réflexe glabellaire. Vous allez les voir illustrés tantôt dans la vidéo, mais ça peut être intéressant de les chercher. Ceci étant dit, nos interventions puis nos démarches auprès des patients avec troubles neurocognitifs, on tente de les faire de plus en plus, puis vous vous en rendez compte dans des périodes plus précoces de la maladie. C'est des réflexes qui vont apparaître plus tardivement. Donc, chez un patient qui a des indices légers de troubles neurocognitifs, probablement que vous ne les trouverez pas. Si vous suivez le patient un certain temps, si vous allez en CHSLD puis que vous examinez vos patients, c'est des choses que vous pourriez voir, surtout s'ils ont une maladie qui touche le lobe frontal, ou sinon, s'ils ont une maladie d'Alzheimer très avancée qui s'est globalisée, donc on peut les voir apparaître aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement très spécifique, ça vient nous aider, mais habituellement, quand on les trouve, habituellement, le patient est définitivement en trouble neurocognitif majeur, puis ça n'apporte pas tant d'affaires que ça au diagnostic formel, finalement. Des choses plus intéressantes qui, là, vont vous aider, qu'on peut voir précocement, c'est les signes d'atteinte de type Parkinson. Dans la démence à quart de Lewy, la maladie à quart de Lewy, les patients vont présenter précocement dans la maladie. On dit dans la première ou dans les 2 premières années de leur symptomatologie, là, ils vont présenter des indices à l'examen physique de Parkinson, avec de la rigidité en forme de roue dentée et de la bradykinésie, qui est un ralentissement dans les mouvements. Bradykinésie, vous allez voir comment on peut l'examiner tantôt, mais on fait faire des mouvements répétés. Puis habituellement, les gens ont une bonne fluidité, ça va vite. Les patients parkinsoniens, ils vont être moins vite, puis ils vont être moins amples. Moi, je fais des tapotements des doigts là, où mon index lève très haut. Eux autres, ils vont faire des petites affaires lentes comme ça. Donc, c'est des choses qu'on peut voir. Dans la dégénérescence cortico-basale, ils peuvent avoir du parkinsonisme, ils peuvent avoir en fait n'importe quel signe moteur, et c'est des signes moteurs qui sont, puis j'aurais dû le mettre en caractère gras, latéralisés. La dégénérescence cortico-basale a cette particularité qu'elle commence dans un côté du cerveau au début pendant plusieurs années. Donc, les signes moteurs vont être franchement latéralisés à un côté du corps ou l'autre. Ça peut être la spasticité avec une faiblesse pyramidale. Ça peut être du parkinsonisme avec des signes pyramidaux, roue dentée, bradykinésie. Ça peut être des mouvements anormaux sous forme de dystonie. Cette espèce de petits mouvements brusques avec une espèce de torsion dans la main ou dans le pied ou dans l'épaule. Finalement, un autre syndrome parkinsonien qui s'appelle la paralysie supranucléaire progressive, qui va s'accompagner de troubles cognitifs, va donner précocement un problème dans le mouvement des yeux. Ce problème-là, c'est que les patients sont incapables volontairement de lever ou de baisser les yeux. Cependant, si on leur fait lever ou baisser les yeux par réflexe, ça va marcher. Donc, ils n'ont pas une paralysie d'un nerf crânien qui affecte le mouvement. C'est dans le centre de contrôle qui coordonne nos 2 yeux en même temps pour les mouvements, où c'est défectueux à cause de la maladie dégénérative et ça va apparaître. Ce n'est pas 100% spécifique. On peut le voir dans d'autres syndromes parkinsoniens, mais c'est quand même pas mal caractéristique de la paralysie supranucléaire progressive quand on le trouve. Comme on parle depuis le début quand même que, bon, oui, il y a l'Alzheimer, mais il y a les AVC, tout ça qui peuvent amener éventuellement à donner des troubles cognitifs, bien, si quelqu'un a fait suffisamment d'AVC dans son cerveau pour avoir des troubles cognitifs, on peut s'imaginer qu'on risque de voir un petit peu de répercussions
sur les voies motrices ou les voies sensitives ou peut-être les voies cérébelleuses pour expliquer justement, qui vont accompagner ces lésions vasculaires-là. Donc, ça vaut la peine de faire un examen moteur et sensitif. Mais on n'a pas besoin de faire un examen moteur et sensitif comme on le ferait pour une radiculopathie où là, il faut isoler les mouvements, les muscles, puis bien décortiquer notre examen moteur. Un AVC, ça donne une faiblesse d'un côté par rapport à l'autre. Il y a donc des tests très simples qui peuvent nous le démontrer. L'épreuve du serment, c'est un test extrêmement sensible pour une faiblesse pyramidale, une faiblesse causée par une lésion du système nerveux central. Les bras étendus, les mains relevées, les doigts écartés, on demande aux patients de fermer les yeux, puis on regarde s'il y a une petite chute du bras, qui peut être la main qui va creuser ou le bras qui va descendre en même temps. C'est très spécifique, donc pas besoin nécessairement de vérifier. On peut le faire, mais vérifier biceps, triceps, deltoïde, poignet, flexion dorsale. Oui, on pourrait repérer de la faiblesse, mais le serment est suffisamment sensible en lui seul pour nous démontrer qu'il y a une faiblesse hémicorporelle de type pyramidal. Au membre inférieur, s'il y a une faiblesse, le patient va boiter. Il va marcher avec la jambe un peu plus raide. Donc, l'évaluation de la démarche peut nous confirmer qu'il y a une atteinte motrice au membre inférieur. On peut le faire à la table d'examen en vérifiant psoas, quad, ischio, fléchisseur plantaire de la cheville, etc. Mais pour aller dans un examen plus ciblé et rapide, on fait marcher notre patient. De toute façon, on va le faire marcher pour bien d'autres choses. Pour le syndrome parkinsonien, on va le faire marcher aussi pour l'hydrocéphalie à pression normale. Donc, il faut le faire marcher. Et les trouvailles à la marche nous guideront un peu sur ce qu'on peut s'attendre. De la même façon, un patient qui a fait un AVC dans les zones sensitives va avoir une différence de sensation d'un côté du corps par rapport à l'autre. Généralement, comme la main a une grosse, et le visage et le pied ont des grosses représentations au niveau du cerveau, on peut vérifier la sensation à la piqûre et à la température, par exemple, au bout des doigts d'une main par rapport à l'autre, au pied, un par rapport à l'autre, et on va avoir notre réponse. Quand on pense à des problèmes vasculaires, je pense que c'est de bonne guerre quand même de s'assurer au niveau de l'auscultation des carotides, s'il y a des souffles importants ou pas. Si le patient a fait des AVC, que les carotides n'ont pas été opérées ou qu'il n'y a pas eu d'intervention, je pense que ça mérite des références. Les signes d'atteinte vasculaire périphérique sont des indices indirects d'un patient qui est vasculopathe et ça vient nous conforter dans notre hypothèse, peut-être que c'est un phénomène vasculaire qui l'a fait au cerveau. L'hydrocéphalie à pression normale, c'est une triade de symptômes qui donne des troubles à la marche, une espèce d'apraxie à la marche. Puis elle n'est pas, j'ai jamais vu de description caractéristique pathognomonique de la démarche d'un HPN. Mais ils ont des problèmes à la marche. Ils ont une incontinence qui se manifeste sous la forme d'urgenturie, c'est de l'urgence, et ils ont des troubles cognitifs qu'on appelle un syndrome dysexécutif. C'est un syndrome d'atteinte sous-corticale frontale, ralentissement psychomoteur, difficulté d'attention, concentration, mémoire de travail. C'est donc des patients qui vont avoir des problèmes dans plusieurs aspects dans les tests de dépistage et qui vont avoir un peu de misère dans la mémoire, mais surtout à l'enregistrement et à la récupération, et non pas à la consolidation de l'information comparée à un Alzheimer. Donc, pour revenir à l'examen physique, on évalue la marche. Quand vous regardez quelqu'un marcher, là, vous regardez la longueur des pas. Je l'explique, je crois, dans la vidéo, mais quelqu'un qui marche habituellement, son pied va dépasser l'autre. Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'essaie de vous mimer, mais c'est que si quelqu'un avance ses pieds comme ça, là, qui restent tout le temps un à côté de l'autre avec un petit décalage seulement, ce n'est pas des pas assez longs. Ce n'est pas des enjambées assez longues. La largeur des pas, la largeur des pieds, c'est ce qu'on appelle le polygone de sustentation, le polygone de marche. Bien, habituellement, quelqu'un n'a pas les pieds plus larges que les épaules. Ceci étant dit, on sait très bien que la physionomie humaine est différente d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont des plus grosses hanches, des petites épaules, des personnes qui ont des larges épaules, un petit bassin. Donc,
c'est un critère qui n'est pas facile à respecter. Pour moi, quelqu'un qui a les pieds écartés de plus de 30 cm, 12 pouces, un pied, c'est probablement pas normal, à moins d'être une très grande personne, très, très corpulente. Habituellement, les pieds sont plus collés que 30 cm. 30 cm, c'est une règle comme on avait à l'école. C'est les règles normales. Ils mesuraient 12 pouces, 30 cm. Puis moi, j'étais chanceux dans mon ancien corridor. Les tuiles au plancher avaient 30 cm. C'est facile visuellement, en un œil, de voir si les pieds étaient trop écartés. C'est des critères minimaux. Hein. Si vous parlez aux physiothérapeutes, il y en a qui vont dire « Ah, des fois, en bas de 30 cm, c'est déjà trop écarté. » Mais on n'a pas cet œil-là, je pense, en clinique. Fait que je vais avec des critères minimaux, maximaux, vous voyez comme vous voulez, mais des critères qui nous donnent une réponse à coup sûr. La vitesse de marche, bien, on doit l'évaluer. C'est un peu subjectif, mais c'est un des paramètres importants à vérifier dans la vitesse de marche parce que dans beaucoup de problèmes d'ataxie, la vitesse est diminuée. Le demi-tour. Quand on fait un demi-tour, si vous marchez vite, faites un demi-tour, vous allez virer sur un pivot. Hein. Le bout du pied va rester collé à terre, la jambe va faire un swing, vous allez revirer de bord à 180 degrés. Les gens qui ont des troubles de marche, ils vont faire des petits pas. Ils vont virer progressivement. Plus de 2 pas pour faire un 180 degrés, ce n'est pas normal. La position du corps est importante parce que ça peut faire la différence. Jusqu'à un certain point, les patients HPN marchent un petit peu comme un parkinsonien. Cependant, le haut de leur corps n'est pas comme un parkinsonien. Un parkinsonien, quand ça marche, ça va être penché vers l'avant, puis les bras ne balancent pas, sont figés. Alors qu'un HPN, il va faire des petits pas, les pieds écartés, un peu comme un parkinsonien. Même certains vont aller quasiment jusqu'à festiner, comme un parkinsonien, piétiner sur place, pas être capable d'avancer. Mais les bras balancent, puis le corps est plus droit. Ça, c'est une différence à remarquer. Donc, la position du corps, le balancement des bras, il faut le regarder. Puis la dernière chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les réflexes posturaux, le test de la poussée. Vous allez en voir un exemple dans la vidéo où le patient est placé debout, on se place derrière le patient, on demande à quelqu'un de le surveiller avec nous, donc on fait ça à deux examinateurs, et on donne des poussées assez brusques au patient, on l'avertit d'avance évidemment, pour voir s'il va maintenir son équilibre malgré qu'on le bouscule et qu'on le pousse. Et les patients qui ont de la rétropulsion, comme les HPN, quand on fait une poussée vers l'arrière, ils vont partir sans être capables de se retenir. Donc, c'est une baisse des réflexes posturaux qu'on peut objectiver chez ces patients-là. Pour les perturbations métaboliques, bon, premièrement, c'est très rare qu'on va découvrir une perturbation métabolique qui est la cause seule et unique d'un trouble neurocognitif. J'ai jamais vu en plus de 20 ans de neurologie un patient chez qui un déficit en B12 renversé avait corrigé ses troubles cognitifs. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le chercher, il faut le corriger, mais en règle générale, malheureusement, ça ne nous aide pas. Et bon, la syphilis est particulièrement rare. J'ai en mémoire un seul cas de trouble neurocognitif chez qui, par surprise, on a trouvé une neurosyphilis finalement qui expliquait en bonne partie les troubles cognitifs. Donc, c'est pas fréquent. Actuellement, bon, il y a un petit peu plus de cas de syphilis, mais c'est surtout chez les jeunes, donc ça ne rentre pas dans nos cliniques de mémoire. Puis des troubles neurocognitifs chez des jeunes, on niaisera pas longtemps avant de faire tous les tests puis d'aller voir, entre autres, pas juste ça, mais bien sûr, le VDRL. Ces deux maladies-là peuvent donner une atteinte périphérique, notamment une polyneuropathie avec baisse de vibration dans les pieds. Et le rhombaire, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un test d'équilibre, ce n'est pas un test du cervelet, c'est un test de sensation dans les pieds. Parce que la sensation dans nos pieds est un des paramètres qui nous permet de nous tenir en équilibre avec le cervelet et avec la vision. Or, quand on colle les pieds, on réduit de toute façon la proprioception de quelqu'un. Si elle est déjà réduite par un problème métabolique comme un déficit en B12, ben, c'est d'autant plus difficile de se tenir debout. C'est comme si on lui demandait de se tenir sur un pied. Et là, il ferme les yeux, donc il perd les repères visuels en plus en faisant le rhombaire. Et là, il peut être très oscillant. C'est donc un test pour vérifier la sensibilité profonde. Ce n'est pas un test de cervelet ou de fonction vestibulaire. Donc, étape par étape, bien, vous allez le voir dans la vidéo, on fait ça de la tête aux pieds. Hein.
C'est vraiment la technique. Ça se fait assez rapidement. Première chose, observation pendant l'entrevue, le head turning sign. Les comportements du patient sont à observer. Est-ce qu'il est indifférent, volubile, déplacé? Son faciès. Les patients parkinsoniens, ils ont comme le visage figé. Est-ce qu'ils clignent des yeux, des paupières suffisamment? Est-ce qu'il y a un visage animé qui va avec la conversation ou il y a comme un visage comme un masque ou impassible? Est-ce que le patient touche à tout? Moi, quand je soupçonne un patient frontal, il va m'arriver en cours d'entrevue de innocemment placer un crayon ou mon marteau réflexe devant lui, voir s'il va se mettre à le taponner. Personne normalement va vous regarder faire, puis probablement qu'elle ne touchera pas. Alors que le patient frontal, qui est comme un enfant qui veut toucher à tout, ben lui, il va tout prendre ce qu'il a à sa portée. Et ça, j'en ai vu dans mon bureau à l'occasion. Ensuite, on va à la table d'examen, paire crânienne. On regarde le faciès encore une fois, mais de façon plus attentive. Est-ce qu'il y a une asymétrie? Un ancien AVC peut avoir affecté le visage. Et on fait, pour la paralysie supranucléaire progressive, les mouvements oculaires. Ensuite, membre supérieur peut faire l'épreuve du serrement. On vérifie le tonus au bras, des réflexes primitifs, le réflexe de préhension ou le grasping, le réflexe palmo-mentonnier. MFR, c'est des mouvements fins alternés rapides. C'est des mouvements qu'on fait pour voir la bradykinésie. On prend les réflexes au bras. On peut prendre les réflexes aux jambes parce que le patient est assis, les jambes pendantes sur le bord de la table d'examen. Et dans certains cas ciblés, on peut évaluer les praxies. Montrez-moi comment vous vous brossez les dents, comment vous clouez un clou, comment vous sciez une planche. Il y a des gestes qu'on peut faire aux patients. Et on peut vérifier si on pense que c'est approprié. Les gnosies tactiles, la stéréognosie et la graphesthésie. Je vous rappelle, c'est quoi? Stéréognosie, c'est identifier un objet dans notre main alors qu'on a les yeux fermés, comme une pièce de monnaie. Ça peut être important pour les lobes pariétaux, dans les syndromes cortico-basales ou l'atrophie corticale postérieure, qui est une forme d'Alzheimer. Ça peut être atteint. La graphesthésie, c'est qu'on prend un crayon et on trace dans la main du patient une lettre et on lui demande s'il reconnaît ce qu'on vient de tracer dans sa main. On descend aux membres inférieurs, donc la vibration aux orteils avec le diapason, les réflexes aux membres inférieurs, les cutanés plantaires. Ensuite, on fait marcher notre patient. On peut faire ce qu'on appelle le time up and go, c'est mesurer le temps que ça lui prend pour parcourir 10 mètres environ. On fait le rhombaire et finalement le test de la poussée, le pull test, qui est le test où on est derrière lui, on lui donne des poussées latérales, avant, arrière, et on regarde s'il est capable de maintenir sa position. Hélène Télésino, on va être prêt à partir le vidéo. Je vais lâcher le contrôle. Et donc, ça dure un peu plus de 30 minutes. Je vous laisse le regarder. Évidemment, on aurait aimé vous faire ça live, Claude et moi, mais on va se servir de la technologie encore une fois cette année. Puis, par la suite, Claude et moi serons disponibles pour vous revoir et peut-être répondre à des questions sur l'examen neurologique ou plus globalement sur votre impression de la journée, des questions précises sur des diagnostics, des cas que vous avez vus. On peut prendre quelques minutes avant la fin de la journée pour faire ça. Je ne sais pas si Hélène était là. Oui, je suis là. Ah, merci Hélène. Ah, j'ai eu peur un peu, mais là, je me suis dit, ça ne se peut pas qu'elle ne soit pas là, là. Elle a tellement été partout aujourd'hui que... Ouais, j'ai un don d'ubiquité. Oui, c'est vrai. Ah, c'est... Je suis sûr. Alors, tu es prête pour nous pour le vidéo? je ne savais pas que c'était moi qui devais le télécharger. Par contre, Est-ce que tu l'as? Sinon, je vais le trouver. non, mais je peux aller sur le site web du CEVQ, là. Attends, là. Ben, on cherche tous les deux en même temps. Oui, Ouais. c'est ça, parce que je te dirais que c'est comme je vais d'une équipe à l'autre, c'est peut-être pas une bonne idée que ce soit moi qui le télécharge. Voyons. Je l'ai. Puis voyons, Internet ne fonctionne plus de mon côté. Ben, il fonctionne encore, je te parle, mais. Pistache. Alors, je me remets sur le Teams, je vais chercher le partage et je vais vous partir ça.
Est-ce que ça va? Oui, en fait, OK, c'est parce qu'il est sur... Il est dans YouTube. Ah, moi, je vais le chercher sur YouTube, tu as bien raison, je vais faire ça. Ben, sauf si tu l'original, là, mais... Ben, en fait, il est sur mon Dropbox, puis il va falloir que je le télécharge parce que ça va être compliqué sinon. Hey, désolé pour l'auditoire, là, on a l'air un peu... C'est une journée occupée, je vous dirais, de mon côté. C'est probablement moi qui a manqué un peu de... Je vais vous épargner peut-être l'annonce. Elle est belle, l'intro. T'aimes ça, l'intro de Cégep de Matane? Alors, on va share. C'est parfait. En tout cas, on voit ton écran, là. Si tu peux ignorer l'annonce, ouais. OK. Tu le mets en plus grand? Ouais. Oui, c'est ça, je vais le mettre en plus grand. Je voulais être sûr que vous le voyez, donc vous le voyez. Oui. Je le mets en plus grand et je vous passe ça. Attends, il faut entendre le son aussi. Vous ne l'entendez pas? Ah, je n'ai pas cliqué, hein? Non, c'est ça. Les participants, vous pouvez en profiter pour marcher un petit peu et faire quelques étirements. Je suis revenu. Désolé tout le monde. Alors là, l'agenda, examen neurologique ciblé. Il faut juste que je sélectionne de le prendre avec le son. C'est ça l'erreur que j'ai faite. Ouais. Tu vas me guider, Hélène. Alors, je vais dans mes fenêtres ou... Ben, tout en bas, ouais, tu devrais voir avec le son, là, je ne me souviens pas la terminologie exacte. Ah, include computer sound. Voilà. Ouais. Et là, examen neurologique ciblé. Je le mets en grand. D'un patient chez qui on suspecte des troubles cognitifs, il faut avoir en tête le diagnostic différentiel des troubles cognitifs progressifs chez la personne âgée. Ce diagnostic différentiel-là est pas si large que ça. Évidemment, la maladie d'Alzheimer nous vient en tête. On verra ce qu'on peut retrouver à l'examen physique. Sinon, chez nos patients qui ont des troubles cognitifs, on peut suspecter une démence frontotemporale. Plusieurs syndromes parkinsoniens aussi peuvent donner et s'accompagner de troubles cognitifs. Les gens qui ont une atteinte vasculaire cérébrale aussi peuvent avoir des troubles cognitifs, donc on peut peut-être trouver des signes qui vont nous aider à différencier les choses. Certaines lésions focales peuvent donner des signes neurologiques discrets. Nous sommes maintenant rendus à la partie du vidéo qui va vous illustrer comment on fait un examen neurologique ciblé chez un patient chez qui on suspecte un trouble cognitif. Évidemment, c'est une mise en scène. J'ai mon collègue, le Dr Claude Patry, qui va jouer le rôle du patient et je serai là pour l'examiner pour vous. J'aime, comme je l'ai mentionné tantôt, toujours commencer mon examen physique lorsque je vais chercher le patient à la salle d'attente. Ça me permet notamment d'observer sa démarche et comment il se lève d'une chaise. Bien entendu, le patient qui ne répond pas à l'appel de son nom ou qui ne sait pas quoi faire à l'appel de son nom,
C'est un indice intéressant pour juger de la gravité de ces troubles cognitifs. Mais concentrons-nous sur l'examen physique et allons chercher notre patient à la salle d'attente. Monsieur Patry, Oui. c'est à votre tour. Bonjour. Bonjour. Première chose que j'ai observée, c'est d'abord comment il se lève d'une chaise. Les gens qui ont de la rétropulsion, qui pourraient avoir soit de l'hydrocéphalie ou un syndrome parkinsonien, peuvent avoir de la difficulté à se lever d'une chaise. Ils peuvent à ce moment-là retomber sur les fesses facilement. Il y aura au cours de l'examen d'autres épreuves qui vont nous permettre aussi de juger de cet élément-là, la rétropulsion. Par la suite, quand notre patient se dirige vers notre bureau, on peut observer sa démarche. Je vous le rappelle, dans la démarche, il y a plusieurs éléments importants. La posture, un patient qui est plié peut être un patient qui a du parkinsonisme. La longueur des pas, un patient habituellement doit, lorsqu'il marche, une personne normale, dépasser son pied précédent. Donc, faire un pas qui a au moins 12 pouces de long. Moins que ça, on s'entend que c'est un critère minimal, mais moins que ça, c'est probablement pas normal. La largeur des pas, c'est une autre chose qu'on observe. Un patient, habituellement, ou une personne normale, lorsqu'elle marche, va avoir les pieds à la largeur de ses épaules environ. Le critère minimal, ce serait 12 pouces. Un patient qui a les pieds écartés de plus de 12 pouces, c'est probablement un polygone de base élargi. Troisième élément, la hauteur des pas. Il y a des physiothérapeutes, il y a des techniques pour mesurer la hauteur des pas, comment le pied dégage le sol. Cependant, c'est très difficile pour nous en cabinet. Moi, j'ai comme approche que si j'entends les pas du patient, les souliers traînés sur le plancher, c'est un indice pour moi que les pieds ne dégagent pas assez le sol. Par exemple, pour la distance entre les pas, je vais vous montrer un exemple de ce qui serait à peu près normal et un exemple de ce qui est clairement pathologique. De façon normale, notre pied dépasse le précédent. Et lorsque le patient a un avancement des pas, une longueur des pas anormale, son pied ne dépasse pas le précédent. Ça s'apparente à une démarche à petits pas. Par la suite, je vais vous montrer un autre exemple de polygone, cette fois-ci, qui serait normal ou pas. Le polygone, généralement chez les gens normaux, n'est pas plus large que les épaules, ou du moins pas écarté de plus de 12 pouces. Lorsqu'un patient marche donc de façon normale, il garde un polygone à peu près à la largeur des hanches ou des épaules et pas plus écarté de 12 pouces. De façon anormale, le patient au départ peut avoir les pieds un peu tournés vers l'extérieur, plus de 15 degrés, ou sinon, va clairement écarter les pieds de plus de 12 pouces en avançant. Troisième chose qu'on peut faire à notre patient, c'est le faire passer devant notre bureau et lui faire faire un demi-tour. Le demi-tour est important. Les patients qui ont de l'ataxie, qui ont des troubles comme l'hydrocéphalie à pression normale, les syndromes parkinsoniens vont souvent avoir ce qu'on appelle un demi-tour décomposé. On se rappelle que le demi-tour, habituellement, se fait sur un pivot ou seulement avec la nécessité de faire un pas. Par exemple, lorsqu'un patient normal veut faire demi-tour, il peut quasiment le faire sur un pied en pivot, ou sinon, les gens vont utiliser un pas pour repartir. Un patient qui a un demi-tour anormal va avoir tendance à faire plusieurs petits pas pour faire 180 degrés. Par exemple, comme l'exemple extrême qui suit. Voilà, c'est considéré anormal. Donc, c'est la première étape de mon examen qui commence dès le moment où je vais chercher le patient dans la salle d'attente. Comme je l'ai mentionné, en cours d'entrevue, on peut observer des indices cliniques intéressants, le clignement des yeux, le faciès figé, le patient qui a le signe de la tête qui tourne, le signe de rotation de la tête, sont tous des indices intéressants. Sautons cette étape de l'entrevue où on peut observer des choses et allons à la table d'examen. M. Patry, je vous invite à monter sur la table d'examen. Comme je le mentionnais tantôt, à l'examen physique, on essaie d'y aller de haut en bas. C'est une suite logique, ça nous permet d'accélérer les choses et de ne pas trop faire déplacer le patient. Donc, je commence toujours par les paires crâniennes.
Et ce qui est important au niveau des paires crâniennes pour notre diagnostic différentiel de troubles cognitifs, c'est le mouvement des yeux pour la paralysie supranucléaire progressive, qui est un syndrome parkinsonien. Donc, M. Patry, je vous demanderai de regarder mon doigt et de le suivre avec les yeux. J'ai l'habitude de mettre mon pouce sur le menton pour éviter que le patient tourne la tête pour suivre mon doigt au lieu de bouger les yeux. Et on remarque l'amplitude et la poursuite. Une personne normale va être capable de suivre de façon très fluide et de mettre les yeux à gauche et à droite et en haut et en bas. Un patient avec atteinte parkinsonienne peut avoir de la difficulté au départ à abaisser les yeux et par la suite à lever les yeux en l'air. Ce sont des indices qu'on peut observer. Évidemment, un peu d'observation du visage. J'ai parlé d'atteinte cognitive vasculaire. Quelqu'un qui aurait fait un AVC pourrait avoir une asymétrie faciale. L'asymétrie faciale qui vient du cerveau, l'asymétrie faciale centrale, va toucher surtout la partie inférieure du visage. On pourrait voir que le pli nasogénien est effacé. C'est le pli qu'on a ici et qui définit la joue. Il peut venir effacer. Faites attention, il y a des patients qui ont cette asymétrie-là depuis longtemps, suite, par exemple, à une paralysie de Bell. Ils vont souvent avoir, dans ce cas-là, une atteinte aussi au niveau de la paupière et il ne faudrait pas méprendre ça pour un signe d'atteinte centrale. On a fait nos paires crâniennes, du moins les parties importantes des paires crâniennes. On peut vérifier quelques réflexes cognitifs qui se trouvent au visage aussi. Par exemple, le réflexe de succion et le réflexe de la moue. Ce sont des réflexes, comme vous le savez, que les bébés ont, qu'on perd rapidement avec l'âge et qui peuvent réapparaître dans le cadre de maladies dégénératives. On pense qu'ils sont peut-être plus évidents chez les patients qui ont une atteinte comme une démence frontotemporale, mais dans plusieurs maladies dégénératives relativement avancées, ils peuvent être là. Ce n'est pas tellement discriminant, mais c'est quand même un indice. Donc, réflexe de succion, on peut venir chatouiller le coin de la bouche. Ici, c'est normal, évidemment. Lorsque ce n'est pas normal, le patient va avoir tendance à pincer les lèvres comme pour venir sucer le doigt qui chatouille le coin de la bouche. Le réflexe de la moue, on peut placer notre doigt sur la lèvre supérieure. On demande au patient de se relâcher complètement et on donne une petite tape. Ici, c'est normal. Un patient qui aurait un réflexe de la moue aurait encore là un pincement des lèvres comme pour donner un bec, un peu comme ça. On descend aux membres supérieurs. Je vous l'ai mentionné, l'épreuve du serment est un très bon test de dépistage pour une atteinte motrice pyramidale. Alors, on peut demander au patient, vous allez étendre les bras en avant, vous allez lever les mains et écarter les doigts. Le fait de placer les mains ouvertes en flexion dorsale et les doigts écartés rajoute un peu de sensibilité. Fermez les yeux, ne bougez pas du tout. On pense que 10 secondes est le temps nécessaire qu'il faut attendre pour être certain que l'épreuve est positive ou négative. Dans ce cas-ci, évidemment, on ne retrouve aucun mouvement ni du bras ni de la main. Ce qu'on pourrait observer, merci M. Patry, ce qu'on pourrait observer au tout départ d'une petite atteinte pyramidale, c'est une main qui vient creuse. Par la suite, il pourrait y avoir même une chute du bras plus complète. On continue au membre supérieur, on évalue le tonus. M. Patry, je vous demande de vous relâcher complètement. Ne tenez pas ma main et laissez-vous faire complètement. Pour le tonus, on peut bouger le bras en flexion au coude et en même temps faire des mouvements de flexion-extension et de rotation du poignet. Et on vérifie pour toute augmentation de tonus ou de résistance, on vérifie pour toute résistance qu'on pourrait avoir. Il peut y avoir deux types de tonus anormal. On parle de spasticité, qui est un tonus qui est vélocité dépendant. Plus on veut aller vite, plus ça va retenir. Et de rigidité, avec roue dentée, qui est plus associé à ce moment-là à un syndrome parkinsonien, où on sent des contre-coups, comme une roue dentée, comme un engrenage
qui ne roule pas bien au niveau du coude ou bien du poignet. Par la suite, toujours au membre supérieur, les mouvements fins, alternés et rapides. Monsieur Patry, vous allez faire comme moi. Vous allez fermer et ouvrir les mains rapidement. Très bien. Je vous demande maintenant de faire une pince entre le pouce et l'index rapidement. Très bien. On va faire semblant de dévisser des ampoules avec chaque main. Allez-y rapidement. Très bien. Ce sont 3 épreuves qui nous permettent de vérifier les mouvements fins, alternés et rapides. J'ai fait les 2 mains en même temps. Il y a des patients pour qui ça les mélange. Et des fois même, on observe une certaine différence entre les 2 mains. On ne sait pas trop laquelle est mauvaise. À ce moment-là, je vais le faire une seule main à la fois. Les droitiers risquent d'être un petit peu meilleurs, un peu plus vite et fluides de leur main droite, de leur main dominante, mais la différence ne devrait pas être énorme. Elle ne peut pas expliquer une grosse différence à la main gauche, par exemple, chez un patient droitier. Si la main gauche est vraiment plus lente, même si ce n'est pas la main dominante, c'est probablement pathologique. Par la suite, on prend nos outils. On va venir à vérifier les réflexes. Je ne veux pas oublier l'examen vasculaire de base parce qu'on a toujours à éliminer que notre patient pourrait avoir des problèmes vasculaires. C'est assez simple. Auscultation au niveau du cou pour les carotides. On vient à l'angle de la mâchoire et on écoute pour un souffle de chaque côté. Et par la suite, une auscultation cardiaque, encore une fois, à la recherche de souffle ou d'anomalies cardiaques qui pourraient nous mettre sur la piste d'un problème vasculaire et un problème vasculaire cérébral de surcroît. On peut passer au réflexe. Deuxième outil qu'on a besoin, marteau réflexe. J'aime bien placer les mains un peu vers le bas, sur les cuisses du patient, en lui demandant de se relâcher complètement. J'ai un marteau qui est assez long. Quand on cogne, il peut faire mal un peu, fait que j'ai tendance à placer mon doigt. Prends le réflexe stylo-radial, bicipital et tricipital. Les techniques pour les réflexes sont multiples. Il y a plusieurs positions qu'on peut prendre. Moi, c'est une position que je trouve facile, c'est fluide. On tape stylo-radial, bicipital, tricipital. Certains préfèrent tenir le bras pendant pour le bicipital. Je trouve que c'est compliqué. Les patients ont de la misère à se relâcher. Ceci étant dit, on adopte la technique qui nous plaît, mais encore là, le but, c'est de retrouver une asymétrie, une hyperréflexie qui nous mettrait sur la piste d'une lésion focale, vasculaire ou autre. On est au réflexe, on a fait les bras, c'est le temps de descendre vers les jambes. Réflexe aux jambes. Achilléen. Et on a terminé pour les réflexes. On peut vérifier les sensibilités superficielles. Encore une fois, ce n'est pas un examen périphérique, c'est un examen où on cherche des lésions centrales qui accompagneraient notre trouble cognitif. Donc, on n'a pas besoin de vérifier chacun des doigts. Une épreuve sensitive diffuse aux extrémités est généralement suffisante. Alors, M. Patry, vous allez fermer les yeux. Sentez bien que je vous touche? Oui. Sentez bien que je vous touche ici? Oui. Ça va. Vous pourrez prendre un cure-dent pour vérifier la sensibilité à la piqûre, mais généralement, quand les gens ont une sensibilité superficielle, grossière comme ça, normale, sans plainte particulière ou asymétrie, pour moi, c'est suffisant. Troisième outil dont on a besoin, un diapason de 128 Hz, celui qui est bon pour la vibration et non pas pour l'audition. Donc, M. Patry, je vérifie une deuxième sensibilité par conscience, la vibration. Je vais faire vibrer mon diapason. Je vais le mettre sur votre doigt. Quand vous ne le sentez plus vibrer, vous me le dites. Regardez, ce n'est pas électrique, c'est juste la vibration. Vous sentez? Oui. Très bien. Alors, que vous sentez bien? Oui. Quand ça arrête de vibrer, vous me le dites. Terminé. Terminé? OK. On estime, on compte dans notre tête les secondes
Probablement une douzaine de secondes, c'est la limite inférieure pour l'index, pour la dernière phalange de l'index. Et quand on le fera au gros orteil, on s'entend que 10 secondes est probablement la limite pour une personne âgée pour la sensibilité vibratoire au gros orteil. En bas de ça, c'est peut-être anormal. En haut de ça, c'est probablement normal. On va faire marcher notre patient, si on n'a pas eu la chance de le voir lorsqu'on est allé chercher à la salle d'attente. Et par la suite, on va faire les épreuves complémentaires qu'on n'a pas faites dans le corridor, c'est-à-dire le pole test, le rhombaire. L'épreuve du rhombaire, M. Patry, collez vos pieds. Vous fermez les yeux. Je suis tout près de vous. Conservez votre équilibre. On attend au moins 5 secondes. Très bien, merci. Maintenant, le pole test. Placez vos pieds pour être à l'aise, M. Patry. Je vous bouscule à droite, à gauche, en avant ou en arrière, sans vous avertir. Vous gardez votre équilibre. Et maintenant, si le patient avait une réaction anormale, et on le retient. Donc, je me réexplique. Ça nous prend 3 systèmes pour se tenir debout. Vision, proprioception et cervelet. Lorsqu'on fait fermer les yeux, on enlève complètement la vision. On fait coller les pieds. On diminue de beaucoup la proprioception. Il reste le cervelet. Si la proprioception est malade, il reste juste le cervelet ou presque. Le patient va osciller et même tomber parfois. Vous pouvez rouvrir les yeux. Pour terminer la recherche des signes focaux, évidemment, je vous ai dit, on fait les cutanées plantaires. Alors, je place mon patient comme ça sur la table d'examen, tout simplement. Et je l'avertis, ça va chatouiller un peu. Souvent, je vais juste passer ma main pour enlever un peu de sensibilité. Et on gratte sous le pied, sous l'arche du pied. Alors, il faut vraiment venir gratter ici, faire une courbe à la fin vers le gros orteil. Et on observe la réaction des orteils. Vous le savez, réaction normale, les orteils ont tendance à plier. Réaction anormale, le gros orteil et parfois tous les orteils relèvent en l'air. Il y a certains patients qui vont avoir une réaction qui est plutôt neutre. Ici, une légère flexion, mais peu de réaction, ce qui est normal aussi. Certains patients, c'est comme ça. Le cutané plantaire, donc, se décrit comme étant normal, c'est-à-dire flexion, anormal, extension, ou plutôt indifférent quand vraiment il n'y a aucune réaction. Ici, j'aurais qualifié le cutané plantaire de normal. Notre patient est déchaussé. On vérifie la vibration aux orteils. Encore une fois, M. Patry, j'ai un diapason, ça vibre. Ce n'est pas électrique, c'est juste de la vibration. Je vais le mettre sur votre orteil. Vous allez le sentir vibrer. Quand vous ne le sentez plus du tout vibrer, vous me le dites. Je plie l'orteil pour repérer la phalange et je place le diapason sur l'orteil. Terminé. Terminé? Plus que 10 secondes, c'est normal. Dans certains contextes, on peut procéder à des épreuves d'examen physique complémentaires. Je vous ai parlé du syndrome cortico-basal, qui est un syndrome parkinsonien asymétrique. Ça touche particulièrement les lobes pariétaux. Au niveau des lobes pariétaux, il peut y avoir des fonctions importantes qui peuvent être testées, les praxies et les gnosies. Au niveau des praxies, c'est la capacité qu'a quelqu'un à effectuer des gestes ou mimer des gestes usuels. Certains patients développent une incapacité à faire cela. Donc, on va demander à notre patient de faire certains gestes usuels pour voir s'il est capable de les faire et de les mimer. Monsieur Patry, je vous demanderai avec votre main droite de faire semblant de vous brosser les dents. Très bien. Donc, bonne réponse ici. Ce qu'on peut voir parfois, c'est le patient qui ne sait pas comment placer sa main pour faire semblant de tenir une brosse à dents. Ça peut être le patient qui utilise sa main au lieu de la brosse à dents, donc il va mimer une brosse à dents. Puis le patient qui ne sait carrément pas quoi faire. Une apraxie peut être juste d'un côté et pas de l'autre. Même si le patient est droitier, il peut avoir une apraxie à droite, puis être capable de faire semblant de se brosser les dents à gauche. Les autres gestes qu'on peut faire mimer, habituellement, par exemple, faites semblant de vous peigner les cheveux avec un peigne. Faites le salut militaire.
Faites semblant de scier une planche. Faites semblant de clouer un clou. Tous des bonnes réponses. Ce qu'on pourrait s'attendre à voir, c'est le patient qui scie la planche avec sa main au lieu de tenir une scie, tape le clou comme ça, ne sait pas comment faire le salut militaire, ne sait pas comment placer sa main. Des choses qu'on peut observer. Une autre épreuve qu'on peut faire, c'est pour vérifier les gnosies. Il y a 2 agnosies qu'on peut valider chez le patient et chez qui c'est assez facile. Il y a la graphesthésie et la stéréognosie. On va commencer par la graphesthésie. Je prends mon marteau réflexe. Je demande à M. Patry de tendre la main et de la tenir ouverte. M. Patry, je vais dessiner dans votre main des chiffres. Vous allez me dire quel est le chiffre que j'ai tracé. Fermez les yeux et on... Alors, c'était quel chiffre? 4. Parfait. Donc, on a validé que le patient comprend bien. 3. 6. Très bien. Une agraphesthésie, pardon, peut être autant à droite qu'à gauche. Ça peut être isolé d'un côté ou de l'autre. Donc, idéalement, on le fait de chaque côté. La stéréognosie, on prend des petits objets. Le plus facile, c'est de prendre des pièces de monnaie. Plusieurs pièces de monnaie. Alors, j'ai un 25 sous et un 2 $. On ne le dit pas au patient. Monsieur Patry, je vais mettre un objet dans votre main. Vous allez le palper et vous allez me dire c'est quoi. Fermez les yeux. On s'assure de placer l'objet entre le pouce et l'index pour que le patient puisse le manipuler. Un 2 $. Un 2 $? Parfait. Vous l'essayerez personnellement. Habituellement, on est capable de reconnaître toutes les pièces de monnaie assez facilement en les palpant. Bien sûr, parfois, le 5 sous et le 25 sous se ressemblent, le dollar et le 2 $, mais quand même, quand on y porte attention, on est capable. Quand les gens font plusieurs erreurs avec plusieurs pièces de monnaie à plusieurs reprises, c'est fort probablement pathologique. Dernière chose qu'on peut faire, c'est faire les praxies réflexives, c'est-à-dire qu'on demande aux patients de nous imiter au lieu d'imiter un geste usuel. Les praxies réflexives, en fait, c'est la capacité qu'a le patient de nous imiter comme s'il se voyait dans un miroir. Alors, M. Patry, vous allez faire exactement comme moi. Très bien. Les patients peuvent avoir de la misère à nous imiter, notamment dans les gestes qui sont un peu confondants. Par exemple, lorsqu'on place une main comme ça et une main comme ça, ils peuvent ne pas savoir laquelle mettre à l'envers. Quand on fait le X, comme on avait placé une main comme ça, ils peuvent être mêlés, vous venir le faire comme ça. Le cercle est assez facile, c'est quand vient le temps d'entrelacer les 2 cercles que c'est plus difficile. Et cette posture-là, souvent, les gens vont la faire non pas en miroir, mais avec le mauvais bras par rapport à l'effet miroir. Ceci complète essentiellement l'examen ciblé chez nos patients avec troubles cognitifs. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous pourrez l'adapter dans votre routine de visite avec vos patients âgés. Merci. Merci, Dr. Patry. Merci. Merci, Louis. Je sais pas si tu es toujours là, Louis. Parfait. Oui, je viens de revenir. J'ai cessé le partage d'écran.